à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Tout de suite, on jette un œil aux prévisions météo de Tatiana Silva qui nous annonce pour cet après-midi encore beaucoup de soleil sur la plupart des régions. Il y aura quelques nuages quand même plus nombreux en bord de Manche et aussi sur les reliefs des Pyrénées. Les températures, elles, restent douces pour ce début d'automne. Il fera 19 degrés à Cherbourg, 21 à Rouen, 23 à Bourges, 24 à Lyon, 26 à Bordeaux et jusqu'à 28 degrés à Ajaccio. La météo qui souffle donc le chaud et le froid. Le matin, vous l'avez forcément remarqué, ça y est, les températures sont bien plus fraîches. On est sous les 10 degrés dans plusieurs régions. Certains, et c'est peut-être votre cas, commencent donc à rallumer le chauffage et on ne sait plus trop comment s'habiller. À Pont-Gibaud, dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frixon et Céline Olive. Dès notre arrivée ce matin, on s'est très vite rendu compte que quelque chose avait changé à Pont-Gibaud. Malgré le soleil, il y avait des manteaux, comme s'il en pleuvait. L'arrivée de l'automne n'est franchement pas passée inaperçue, car ici au réveil, il faisait 3. Combien 3. C'est comme ça, hein. L'automne, l'hiver, tout ça, il faut que ça passe là. Hein. Alors ce matin, les petites robes et les tenues légères faisaient plutôt de la figuration sur les étals de Valérie. On s'habille. Et le corps s'habitue à force. Donc voilà. C'est parti pour le froid du matin. Là. Ça va peut-être pas durer. Hein. Au mois d'octobre, des fois, on a des belles journées. Malgré tout, ce ciel bleu et cette rosée du matin ensoleillée n'allaient pas faire d'ombre au moral de Yolande, la commerçante. Nous, comment on fait? Eh ben, écoutez, on regarde par la fenêtre le matin quand on se lève, si on voit le brouillard, on se met un pull. Et puis, vous voyez, là, après, je vais l'enlever parce que le soleil est là. C'est génial. C'est aussi simple que ça. Ben oui, pourquoi se compliquer la vie? À quelques kilomètres de là, la commune de Nonant. Ici, tous le savent, les 8 degrés du matin seront vite oubliés, puisqu'il fera 21 cet après-midi. Ah, le matin, ça pique, oui. Ça pique. Ça surprend le matin, après dans l'après-midi, on dédouble. On enlève. On enlève. Il y a beaucoup qui ne craignent pas dans le village aussi. Hein. Il n'y a que des solides. Ouais. Mais attention, ces variations de température ne sont pas vraiment du goût de José le jardinier, car ces grands écarts abîment surtout ses tomates. Oh là oui, et beaucoup même. Le chaud, il en faut. Ce qui abîme plus, c'est le froid. D'ici cet après-midi, les températures dans le département du Puy-de-Dôme vont grimper d'une quinzaine de degrés en quelques heures. Et c'est autre signe que l'épidémie se calme. Aux Antilles, la Martinique se déconfine, la baignade est de nouveau autorisée, les restaurants et les commerces non essentiels rouvrent. Les professionnels espèrent que cela permettra de sauver la saison touristique qui approche. Sur place, Jean-Marc Dabreuf. La délivrance. Après 40 jours d'interdiction, ces Martiniquais retrouvent les plaisirs de la baignade en mer. Ça fait au moins 1 mois et demi qu'on n'a pas été à la plage. Et ça fait du bien, le petit il est heureux. Rassemblement non autorisé, pique-nique interdit, la plage oui, mais en mode dynamique. C'est quand même un compromis très sympathique. Un assouplissement du confinement permis par l'amélioration du contexte sanitaire pour la 5e semaine consécutive en Martinique. Synchronisation parfaite pour ces touristes bretons. On est arrivé dimanche et donc maintenant tout déconfine et on va en profiter à fond. Les sauveteurs sont de retour. On est prêts à intervenir. Tout comme les professionnels du nautisme. Ce matin, on a eu une sortie en jet avec des touristes. Dans les restaurants, le service à table a repris seulement à midi. Madame a choisi déjà. Et dans les hôtels, les plannings de réservation se remplissent enfin. Ouais, on est à peu près à 66% d'occupation. Et les réservations continuent de se faire petit à petit. De quoi redonner de l'espoir au secteur du tourisme, un des piliers de l'économie aux Antilles. Là, mon souhait, c'est de tout faire pour qu'on ne puisse pas avoir une cinquième vague et de préparer en fait la réouverture, l'ouverture réellement à partir du mois de novembre. Il faut savoir qu'on a quand même le trophée Jacques Vabre qui va se dérouler au mois de novembre. Quasiment presque tous les hôtels de Martinique sont bien chargés. Le contexte sanitaire reste fragile. Les déplacements à moins de 10 km du domicile sont soumis à dérogation et le couvre-feu à 19h est maintenu.
L'actualité, c'est aussi le gouvernement qui doit faire des annonces dans la journée pour les EHPAD et pour le maintien à domicile des personnes âgées et ou handicapées. Il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet depuis que la loi Grand Âge a été abandonnée. D'ailleurs, aujourd'hui, les aides à domicile sont dans la rue. Elles manifestent un peu partout en France, comme ici à Paris, pour comprendre les difficultés de leur métier et leurs besoins. Paul Gély et Julien Deniel ont suivi 2 d'entre elles dans le Finistère. Bonjour Madame Graal. La journée commence toujours par un brin de conversation. Des bonnes nouvelles plutôt. Oui. Maude vient chez Marie-Madeleine plusieurs heures par semaine pour le ménage. Partout où elle passe, elle ne compte pas ses heures. On est très tôt le matin, on peut être très tard le soir, 8h, 8h30. Donc c'est quand même une amplitude horaire qui est assez élevée finalement. On est souvent en bas de l'échelle, mais finalement on est l'élément principal pour le maintien à domicile. Pour cette retraitée vivant en zone rurale, elle est bien plus qu'une aide ménagère. Pour mon anniversaire, elle m'a emmené une petite boîte avec des crêpes qu'elle avait faites. J'ai trouvé ça, depuis j'arrive pas de... Une relation forte et sincère s'est créée entre elles, comme entre Catel et cette bénéficiaire de 81 ans. Bonjour Catel, vous allez bien? Liste de courses en main, Marie-Noël l'attend toujours de pied ferme. Un super-héroïne pour moi. Ça, c'est sûr que toutes les semaines, j'attends avec impatience qu'elle arrive. Si Catel ne venait pas, je serais très ennuyée. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je fasse mes courses. Je ne conduis presque plus, mon mari ne conduit plus du tout. À tout à l'heure, à tout à l'heure Catel. Pour cette salariée de 24 ans, les annonces du gouvernement sont une reconnaissance inespérée. Il était temps parce que c'est des métiers qu'on ne pourrait pas se passer, quoi. Les métiers du médical et tout, on a bien vu pendant la crise sanitaire qu'ils sont indispensables. On a besoin de gens comme nous et on était les oubliés un petit peu, quoi. Catel touche environ 1 300 € par mois pour une quarantaine d'heures par semaine. Elle devrait prochainement être augmentée. Dans notre quotidien, il y a aussi l'Europe qui va peut-être nous aider. Elle présente aujourd'hui une directive pour mettre en place un chargeur de téléphone unique. La promesse, c'est qu'il fonctionnerait pour tous les modèles et pour toutes les tablettes à partir de 2024. Mais peut-on vraiment y croire? Ce projet est sur la table depuis des années, comme nous le rappellent Thomas Jarion et Iker Zabala. Pour beaucoup d'entre vous, c'est devenu un casse-tête quotidien. Avec quel câble charger son téléphone, sa tablette ou son casque audio? Là, on a plein de chargeurs différents. Moi, personnellement, j'en ai de 3 sortes pour chaque appareil que j'utilise. Moi, j'en ai un peu partout pour être sûr d'en avoir toujours avec moi. Les chargeurs, c'est un souci. Il y a des histoires de voltage qui peuvent être différents, qui peuvent être contraignants. Certains ont leurs astuces pour ne jamais être pris de court. Ah là, vous êtes sûr d'avoir le bon, là? Bah oui. On est équipé. Je le prends automatiquement tous les jours avec moi. Prenez cette famille. Entre les téléphones, les tablettes, les enceintes... Ça, c'est pour les écouteurs sans fil. Ils utilisent des dizaines de chargeurs différents. Sans compter ceux qui s'accumulent dans cette boîte. Là, on a un chargeur de téléphone, un vieux modèle. Eh bien, l'Europe veut uniformiser tout ça. Voici les 3 connectiques les plus utilisés aujourd'hui. À gauche, celle spécifique aux appareils d'avant 2014. À droite, celle utilisée par une seule marque. Bruxelles ne veut garder que celle du milieu, appelée USB-C, utilisée par la majorité des constructeurs. Avec tous les câbles qu'on utilise, c'est une vraie galère à chaque fois, on ne trouve jamais le bon. Donc un câble unique, ça serait une super solution. Le chargeur unique, c'est une envie européenne qui n'est pas nouvelle. Nous avons retrouvé cette image qui date de 2009. Regardez, il est là le problème. Déjà, ce commissaire européen promettait un chargeur universel. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pire pour les consommateurs. Il existait 30 connectiques différentes. Pour charger son portable chez un ami, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. En 12 ans, l'Europe a tout de même permis de réduire drastiquement le nombre de modèles en circulation. Elle entend désormais laisser 3 ans aux constructeurs pour qu'ils passent au chargeur unique. À retenir aussi ce jeudi, ce sondage qui nous apprend qu'on est arrivé à un point de bascule sur la religion dans notre pays. Pour la toute première fois en France, il y a plus de personnes qui ne croient pas en Dieu que de personnes qui y croient. Alors comment expliquer cette inversion que l'on n'avait jusque-là jamais observée? On est entre Pont-l'Évêque et Lisieux avec Guillaume Torel et Xavier Tauby. L'Église est-elle en crise? Selon l'IFOP, 49% des Français disent croire en Dieu. C'est 15% de moins qu'il y a 10 ans. Je ne vais pas croire en tout. Voilà, mais je suis croyante.
J'y crois pas du tout. La maladie, s'il y avait un bon Dieu, tout ça n'existerait pas. C'est logique, hein. Il y a trop de catastrophes. La foi à la vie dure. Depuis les années 50, de moins en moins de Français croient en Dieu. Pour certains, l'évolution de la société est responsable. Les églises, il y a de moins en moins de monde. Et je trouve que c'est dommage. Autrefois, on se raccrochait peut-être à Dieu pour certaines choses. Aujourd'hui, ça sera peut-être plus, on va se raccrocher sur des réseaux sociaux. Pour d'autres, il s'agit surtout d'un problème de génération. Les jeunes s'intéresseraient moins à la religion. Moi-même, j'étais croyante parce que mes parents étaient croyants. Moi, j'y suis de moins en moins, donc par rapport à mes enfants, peut-être que je ne les ai pas instruits de la même manière. Les jeunes, ils vont plus à la messe, ils font plus rien, ils croient plus, ils font plus communion, ils font plus tout ça, quoi. Mais un jour ou l'autre, on sera bien obligé d'être enterré, donc il faut qu'on soit baptisé aussi, donc il faut aller quand même à l'église. Le père Berthoud observe lui aussi cette baisse du nombre de croyants, mais il ne s'alarme pas pour autant. C'est vrai qu'il y a moins de gens à la messe, il y a moins de baptêmes, moins de mariages, mais nous avons maintenant des gens qui sont peut-être beaucoup plus convaincus dans leur demande de baptême et de mariage parmi les adultes ou parmi les enfants. Et c'est ça qui m'encourage. Motif de satisfaction pour les hommes de foi. En France, les moins de 35 ans font partie des catégories d'âge les plus croyantes. Dans nos maisons, c'est un incontournable de saison. C'est le moment de penser à entretenir votre cheminée, votre chaudière ou votre poêle. Trop de personnes l'oublient, mais le ramonage est indispensable pour des raisons de sécurité. Dans le Calvados, où les premiers rendez-vous ont déjà commencé, Anaïs Lebranchu et Antoine Santos. Enchanté, la société Ramonage. Je viens pour votre insert. Ouais, pas de souci. Allez, go. L'automne est arrivé, il est temps de nettoyer sa cheminée. C'est la pleine saison pour Nicolas, ramoneur depuis 11 ans. Le planning est plein jusqu'en décembre. Voilà, donc faut appeler de bonne heure pour avoir son rendez-vous. Chaque année, le ramonage est une étape indispensable pour pouvoir rallumer le feu et se réchauffer. C'est une obligation pour respecter son contrat d'assurance. C'est très important pour éviter les débuts d'incendie et surtout pour éviter les émanations de monoxyde de carbone. Cette famille normande attendait cela avec impatience. Voilà une bonne chose de faite. Pour pas qu'on ait froid, surtout, être sûr de pouvoir chauffer et puis voilà, se sentir aussi rassuré, quoi. Nicolas est accompagné de Yannick, son père. Un coup de main, bienvenue à cette période. La saison commence à partir à plein pot, donc il a besoin des fois d'être un petit peu secondé, c'est tout. Ouais. Une fois le ramonage terminé, place au premier feu de l'année. Bonne journée, pas de problème. Nicolas ne perd pas une minute. En ce moment, il se rend chez une dizaine de clients par jour. Son travail évolue, il ramone de plus en plus de poêles à granulés. Cela représente 50% de son activité, contre 10% à ses débuts. On est obligé de nettoyer tout, de faire un entretien tous les ans, parce que sinon il perd de ses performances. Christophe habite cette maison dans le Calvados depuis 17 ans. Il sait qu'il faut anticiper. On est en Normandie, donc l'hiver bientôt. Donc septembre, c'est la bonne période, effectivement, pour faire l'entretien. Ça fait 165 €, s'il vous plaît. Le ramonage d'un poêle à granulés est plus cher que la moyenne. Pour un insert ou un poêle à bois, comptez une soixantaine d'euros. Et puisqu'on pense à se chauffer, donc je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier prochain, vous ne pourrez plus faire installer chez vous une chaudière au fioul ou au charbon. Beaucoup les remplacent d'ailleurs en ce moment. Garance Pardigon, vous nous avez rejoint car l'association UFC Que Choisir alerte sur les tarifs excessifs qui peuvent être proposés. Excessif, c'est le bon terme. Exactement. On peut même franchement parler d'arnaque pour les pompes à chaleur. Normalement, ça coûte environ 10 000 €. Regardez, on les facture. Le double jusqu'à 20 000 € viennent ensuite les climatiseurs réversibles. Là aussi, c'est pas mal. 6 000 € en temps normal et facturé jusqu'à 25 000 € par certains artisans. C'est toujours la même technique. Au moment de payer, on vous dit que vous aurez un reste à charge zéro grâce aux aides de l'État. Bon, et ça, c'est une fausse promesse. Ce reste à charge, il est plutôt de combien ? Écoutez, il dépend de vos revenus, mais ce qui est sûr, c'est qu'en cumulant la prime rénov' et le certificat d'énergie, vous savez, les deux principales aides de l'État, vous aurez forcément quelque chose à payer. Et en moyenne, c'est pas mal. Autour de 9 000 € pour une pompe à chaleur ou une chaudière à granulés et autour de 4 000 € pour une chaudière au gaz. C'est quand même pas mal, comme vous dites. Vu justement tout ce que vous nous donnez comme chiffres, comment éviter de se faire piéger ? Méfiez-vous déjà si on vous démarche par téléphone. C'est interdit depuis l'année dernière pour la rénovation énergétique. On va dire que ça commence mal. Ensuite, comparez les devis, au moins 3 différents. Et enfin,
contacter les conseillers FAIRE de votre département. C'est un service public qui est méconnu, mais qui est diablement efficace. Et ça, pour le coup, c'est gratuit. Bon, et bien voilà, on sait au moins vers qui se tourner. Merci Garance pour ces explications. On poursuit avec le football, qui fait encore parler de lui pour autre chose que le sport. Il y a eu plusieurs incidents hier soir. Le terrain à Angers a été envahi. À Montpellier, c'est un quart de supporters bordelais qui s'est fait caillasser. Il y a des blessés. Depuis le début de la saison, ces débordements violents se multiplient. Beaucoup demandent des sanctions plus sévères. Yann Ovin, Nicolas S. et Xavier Baumel. Le club d'Angers fait rarement la une des journaux. Ce matin, ce supporter a du mal à accepter. J'ai jamais vu ça à Angers, parce qu'il y a des spectateurs, il y a des supporters, mais qui sont cool, quoi, qui font pas de... Il n'y a jamais de chamaillerie comme ça, quoi. C'est un euphémisme. Hier soir, Angers et Marseille viennent de se quitter sur un match nul, quand en quelques secondes, des supporters des deux camps envahissent le terrain pour en découdre. Le speaker tente de les raisonner, en vain. Les agents de sécurité sont totalement débordés. Ce stadier était présent. Ça a fini en bagarre générale. Donc les Marseillais sont sortis sur le terrain. Et ensuite c'était un désastre. On n'est pas stadier pour faire la police et se prendre des coups. 12 500 spectateurs étaient dans les tribunes hier. Alors, aller au stade serait-il devenu dangereux ? Comment voulez-vous que les gens puissent avoir confiance et emmener leurs enfants qui n'attendent que ça, qui adorent le sport? C'est plus possible à la fin. Et tout le monde se fait agresser. Quand c'est pas des arbitres, c'est des capitaines, c'est du joueur. Autour d'un autre match, un bus de supporters bordelais a été caillassé à Montpellier. Plusieurs personnes ont été blessées. Des supporters violents sur les terrains de Ligue 1, c'est déjà la 3e fois depuis le début de la saison. Le week-end dernier, ici, le match Lens-Lille. Ou en août, Nice-Marseille. Match à huis clos, retrait de points. À chaque fois, les clubs ont été sanctionnés. Aujourd'hui, la ministre des Sports veut punir individuellement ceux qui commettent ces violences. Aujourd'hui, la loi elle est très claire, une interdiction de stade maximum, c'est 2 ans. Il faut qu'on arrive à interdire ces gens-là de stade pendant 10 ans minimum. On n'est pas habilité à faire la loi dans les stades et à pouvoir sanctionner les personnes. Ça ne peut passer que par des décisions de justice. En attendant, les incidents d'hier seront évoqués dès ce soir par la commission de discipline de la Ligue de football. Dans un tout autre registre, les embouteillages du matin quand on part au travail, et cela pose des problèmes particuliers à la frontière franco-suisse. Des villages, vous allez le voir, se retrouvent littéralement envahis par les voitures. Des feux ont été installés pour ralentir les automobilistes et pour les inciter à passer ailleurs. Est-ce efficace ? Yanis Matisse et Frédéric Marchand sont allés vérifier. C'est un flot ininterrompu de véhicules immatriculés en France. Chaque matin, le maire de Soral en Suisse observe ce défilé de travailleurs frontaliers. On constate qu'à Soral, les rues sont très étroites, les enfants se rendent à l'école en vélo, donc un problème de sécurité, un problème de bruit, un problème de pollution. Aujourd'hui, on devrait avoir quelques tracteurs qui traversent le village, quelques piétons. Et non, on a 10 000 voitures, donc c'est insoutenable. Le trafic a été multiplié par 5 en 20 ans. De plus en plus de Français travaillent à Genève. Le croisement de 2 voitures est ici très difficile, voire impossible. Alors pour dissuader les frontaliers de passer par cette route, un feu de régulation a été installé depuis un mois à l'entrée du village. Il fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 8h30. Ces automobilistes n'observent pas de changement. C'est toujours aussi contraignant, ça fait perdre du temps et j'arrive bien souvent en retard depuis ce feu. Si ça arrange en fait la circulation, ça évite en fait des embouteillages, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que dans la réalité, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça crée plus d'embouteillages. Ça va encombrer beaucoup les autres douanes, c'est ça aussi le problème. Ils sont déjà énormément encombrés. À 6h44 minutes, avec toujours des bouchons du côté de la douane de franco-suisse de Bardonnay, 2 à 3 km de retenue. 2 autres petites frontières sont concernées par ce dispositif. L'objectif fixé par la communauté de communes du Genevois, une baisse de 50% du trafic routier d'ici fin 2022. La solution sur le long terme, c'est de faire en sorte notamment de rouvrir la gare de Viry, qui deviendra celle de Viry-Soral, donc une gare transfrontalière, de faire de l'acte 2 du Léman Express, de faire en sorte que les personnes, au lieu de prendre le véhicule, puissent prendre le train ou le tramway pour se rendre sur leur lieu de travail sur Genève. Si la circulation reste trop importante, la fermeture de ces routes est envisagée entre 6h et 9h du matin.
Plus au sud, ce sont les bateaux de croisière qui sont de retour en Méditerranée et notamment à Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. 1 an et demi que le secteur était à l'arrêt. C'est une renaissance forcément qui réjouit les commerçants. Toute une économie locale redémarre. Pierre Corieux et Didier Laborde étaient sur place ce matin quand l'un des navires est arrivé. La sublime rade de Villefranche-sur-Mer n'avait pas vu ça depuis plus d'1 an et demi. Un bateau de croisière avec à son bord près de 1000 passagers. La plupart sont américains. On est juste venu découvrir une nouvelle partie du monde. Vous avez un très beau pays. On n'a pas de mots, c'est très très beau. J'aimerais tout visiter, mais nous n'avons que 4 heures. Pour l'occasion, la commune a réinstallé son marché éphémère. Les commerçants attendaient ça depuis longtemps. Les croisiéristes représentent à peu près entre 80 et 90% de mon chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. C'est énorme, donc oui, pendant 2 ans, ça a été très très dur. Et on espère aussi qu'ils dépenseront un petit peu, même si on ne demande pas beaucoup le premier jour, mais un petit peu. La mairie promet que les bateaux seront désormais plus petits et le profil des passagers différent. Hélène Carvero, qui tient cette boutique de vêtements, s'en réjouit. Ils sont beaucoup plus aisés. Les années auparavant, c'était des croisières de 3000 à 4000 personnes, je veux dire, mais avec un flux de personnes différent au niveau panier moyen. Donc c'est génial. En moyenne, chaque touriste en visite à Villefranche-sur-Mer dépense 30 €. Problème, une fois descendu du bateau, la grande majorité d'entre eux préfèrent monter dans l'un de ces bus, direction Nice ou Monaco. On est très heureux qu'ils se reviennent aujourd'hui. Par contre, s'il y avait un petit peu moins de bus qui les emmèneraient ailleurs, ce serait bien. Mis à part s'ils organisent des visites guidées de Villefranche pour inciter les gens à rester à Villefranche, on ne voit pas d'autre solution en fait. Au total, 25 bateaux vont se succéder jusqu'à la fin du mois de novembre. Tous devront s'amarrer à un coffre de la Marine nationale, moteur éteint, pour respecter l'environnement. Pour les plus gros, l'ancre sera jetée dans un endroit spécifique afin de ne pas abîmer les fonds marins. Direction le Gard maintenant pour continuer ce tour de France que l'on fait avec nos correspondants aujourd'hui. C'est Aurélie Erel qui nous attend pour nous dire et nous montrer ce qui la rend si fière, elle, d'être du côté de Nîmes. Bonjour Aurélie. Alors j'imagine que le monument derrière vous, c'est un indice. Oui, tout à fait. Là, je me trouve devant la maison carrée et regardez comme elle est intacte. C'est un des très rares temples romains qui soit parvenu dans son intégralité jusqu'à nous. Alors, nous sommes très fiers de nos monuments romains. Vous pouvez comparer, vous n'en trouverez pas d'aussi beaux et d'aussi bien conservés ailleurs. Et là, encore plus, avec ce soleil, ce ciel bleu, regardez, la pierre blanche ressort encore davantage. Et ce beau temps, ça aussi, c'est une de nos fiertés. Figurez-vous que là, nous sommes quand même fin septembre et les températures vont monter jusqu'à 30 degrés cet après-midi. Alors, avec ce beau temps, on va avoir encore plus de plaisir à aller admirer les arènes de Nîmes juste à côté, vraiment magnifique. Et le pont du Gard, à une vingtaine de kilomètres, monument exceptionnel. Vous allez voir les images de Jean-Vincent Molinier. Et je pense que ça va vraiment vous donner envie de venir. On est déjà convaincus vu votre enthousiasme. On regarde. On entendrait presque les armes qui s'entrechoquent. Et on s'imagine les combats de gladiateurs, sous les cris des 24 000 spectateurs romains, tellement ces arènes sont bien conservées malgré leurs 2000 ans. Une fierté pour les Nîmois, elles n'ont aucune rivale. Elles sont magnifiques, majestueuses. Je pense par exemple aux arènes de Colisée à Rome et à Arles, c'est nettement en moins bon état. On est quand même un des monuments les plus extraordinaires de France, devant lequel on passe tous les jours. Et on vit avec. Ouais, moi, tous les matins, venir boire un café en regardant les arènes, c'est un plaisir renouvelé sans cesse. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas d'aussi belles ailleurs, d'aussi intactes, car elles ont toujours été utilisées par des chevaliers qui en ont fait leur forteresse, puis au Moyen-Âge, par des habitants qui ont construit leur maison à l'intérieur. La fonction de forteresse a été importante puisque la spécificité de Nîmes, c'est qu'on a l'intégralité de la façade extérieure. On n'a pas détruit le bâtiment par le haut. En général, quand on détruit un bâtiment, on commence par la partie haute. Nous, quand c'était une forteresse, on voulait vraiment préserver au maximum la hauteur pour pouvoir voir le plus loin possible. De petits bijoux antiques, comme la maison carrée, ce magnifique temple romain, un des mieux conservés. Et à 20 km, le monument le plus grandiose, le pont du Gard. Le pont aqueduc romain le plus haut du monde. 50 mètres de haut, 3 rangées d'arches, une construction très rare pour l'époque. Un chantier colossal qui a mobilisé 1 millier d'hommes pendant 5 ans. On se pose des questions de savoir comment ils ont construit ça, parce que quand même c'est un édifice assez haut et voilà, toutes les pierres, tout ça, c'est quand même magique quoi. On voit des blocs de pierre qui, je sais pas,
ne m'imagine pas le poids qu'ils peuvent faire, mais comment les emmener jusqu'à là, les monter, ainsi de suite. C'est impressionnant le travail qui a été fait. Il a fallu tout le génie des ingénieurs romains pour réussir à franchir le Gardon et pour que l'eau s'écoule dans cette canalisation sans stagner ni déborder. La difficulté ici, c'est de franchir des reliefs qui sont relativement accidentés et de maintenir une pente suffisante pour faire arriver de l'eau sous pression dans la cité de Nîmes il y a 2000 ans. Une prouesse technique, un chef-d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO que l'on a la fierté de faire découvrir aux visiteurs de notre région. Et de la fierté, il y en a aussi dans le Maine-et-Loire, autour de 3 élèves repérés et distingués justement aussi par l'UNESCO. Ils ont 11 et 14 ans et leur dessin des châteaux des Moches vient de gagner un concours. Ils représentent la France sur le site de l'Organisation mondiale. Une belle histoire donc qui part de nos régions et que nous racontent Manon Monnier et Sébastien Guerche. Fais-toi confiance, fais-toi ta boucle. Toi, tu essayes de repartir un petit peu sur les lignes du château. De leurs mains d'adolescents, Guillemette, Lali et Gabriel ont créé au centre social de Beaupro-en-Mauges ce tableau. L'idée, c'était d'avoir des châteaux qui soient représentatifs de notre territoire, sur les différents secteurs. Que ce dessin soit une connexion justement sur le patrimoine de Beaupro-en-Mauges. La toile a été choisie pour représenter la France au concours des dessins du patrimoine de l'UNESCO. Les adolescents ne s'y attendaient pas. J'étais fière et puis c'était bien quoi de savoir qu'on a participé à ce dessin, qu'elle était sélectionnée, le seul en France. C'était quand même un aboutissement d'un gros travail, c'était un peu de la fierté quoi, d'avoir gagné. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs châteaux. C'est assez drôle de découvrir plus de châteaux et de bâtiments près de chez nous. Un moment de joie aussi pour les parents. Fierté et surtout quelle surprise en fait, parce que là on s'y attendait pas du tout. On est parti sur une idée de dessin, tout simplement, et là on arrive, c'est la France qu'on représente quoi. Voilà. Les jeunes ont observé de l'extérieur les belles bâtisses de leur enfance. Certains châtelains leur ont même fait visiter les lieux, comme ceux du château de la Brulaire. Pour les remercier de leur temps, les jeunes ont décidé de leur peindre un petit souvenir. C'est à la fois prometteur et motivant parce qu'ils sont là. Et aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Les 2 qu'on a visités, on sait leur histoire, pourquoi ils ont cette architecture, pourquoi ils sont comme ça. Je trouve ça important. La peinture en aquarelle de nos 3 Français est à retrouver en exposition virtuelle, ainsi que les tableaux des adolescents des autres continents. Et regardez maintenant qui vient de rejoindre le célèbre musée Grévin à Paris. Sophie la girafe, le jouet préféré des tout-petits, est depuis hier soir installée juste à côté du Petit Prince. Alors pour l'occasion, elle a bien grandi, passée de 18 cm à 1,70 m. On parlait de fierté il y a un instant, et bien c'en est une pour celles et ceux qui la fabriquent à Rumilly, en Haute-Savoie, depuis 60 ans. Dans la liste des métiers maintenant auxquels nous sommes très attachés, il y a souvent le facteur. Et là, nous avons une belle rencontre à vous proposer. Une jeune femme factrice sur l'île de Beauté. Sa tournée, elle la commence en voiture, elle la finit à pied dans les plus beaux villages perchés de Balagne. Vue du continent, évidemment, c'est très dépaysant. Quentin Fichet et Alix Ponsard l'ont suivi. La baie de Calvi, décor paisible. Face à de tels paysages, on en oublierait presque que certains travaillent ici. Tatiana, par exemple. Elle est en train de trier le courrier, en cadence. C'est assez rapide quand on a l'habitude, ouais. C'est des mouvements assez rapides, répétitifs. Une fois qu'on connaît la tournée par cœur, ça va très vite. C'est une petite journée qui s'annonce, seulement une centaine de lettres et 40 colis à livrer. C'est parti pour au moins 4 heures. Une bonne petite rando. Sa tournée passe par les villages perchés de Balagne, en Haute-Corse. Et ne soyez pas étonnés, la factrice connaît tout le monde. Ça va? Oui. Ça va et toi? Oui, ça va. Bisous, chouchou. Bisous, ma chérie. Bonne journée. Et c'est parti. Premier arrêt, Zille, connu pour son eau de source. 300 habitants. Tatiana est normande, arrivée sur l'île il y a 10 ans et désormais parfaitement intégrée. Il n'y a rien, non? Non, je l'ai mis dans ta boîte. Je suis montée. C'est bon alors. Voilà. Hein.
Bon, Notre Patrice, il ne faut pas qu'on la perde, hein, attention. Hein. Non, je suis là. Bon. Les gens nous adoptent facilement si ils comprennent qu'on est là avec le cœur, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Et là, sur ma tournée, je me suis fait adopter, je pense, par la majorité. Donc c'est un vrai plaisir. Parmi les habitués, Oh Antoine, Antoine. ça va? Elle le croise chaque matin, souvent sur cette terrasse. Le temps d'une courte pause, avec vue sur la montagne. Face à Monterose, c'est un plaisir. Hein. Il fait bon le matin, on sent les odeurs du maquis, là. Des bonnes odeurs. Il y a de la rosée et tout, c'est agréable. Entre eux, un lien s'est créé. Il faut le dire si tu veux des lettres d'amour. Et Tatiana se doit d'être ponctuelle. Il n'y a que le dimanche qu'on ne la voit pas. Ouais. La semaine, on la voit. Hein. Il suffit que je sois en retard par rapport à mon horaire plus ou moins quotidien. Je suis en retard. Dis donc, il est tard aujourd'hui. T'étais où? Allez, on repart. Ces ruelles escarpées ne sont accessibles qu'à pied, alors la postière galope, le mollet affûté, sous 34 degrés. Jamais fatigué, en fait. Non, la pêche. Il faut traverser le maquis pour atteindre les bourgades suivantes. 80 km pour apporter des missives enflammées, mais aussi les factures et les PV. Toujours dans la bonne humeur. C'est le soleil, c'est un rayon de soleil. Elle arrive, c'est un rayon de soleil, elle a toujours sourire, c'est d'amour. Elle parle avec tout le monde, elle est gentille avec tout le monde. Mais ne croyez pas que cette tournée soit de tout repos, vraiment pas. À Montemaggiore, par exemple, la factrice doit savoir par cœur qui habite où. Il y a des homonymes, c'est-à-dire l'oncle ou le grand-père, le petit-fils qui s'appellent de la même manière et dans le même village et sans adresse. Donc c'est vrai que souvent ça peut être compliqué. Je me débrouille, c'est-à-dire qu'à force, on va peut-être savoir aussi qui reçoit telle assurance par rapport à une autre. Et puis il va y avoir quand même des petits lieux-dits, c'est-à-dire place de l'église ou bas du village. Coucou! Le passage chez Robert est incontournable. Elle y dépose des paquets, y boit une pêche à l'eau et au passage, reçoit toujours 1 ou 2 compliments. On espère que la Poste nous la laissera parce qu'on a une très bonne factrice. Et j'espère qu'elle ira sur la commune jusqu'à sa retraite. Ah, ça... Nous n'en sommes pas là, mais il est déjà 14h. La tournée touche à sa fin. Tatiana souhaite nous montrer un dernier endroit. Tadam! Un peu à l'écart. Là, ici, j'ai pas de boîte à lettres, j'ai pas de distribution. Mais ça m'arrive de temps en temps de venir et de... Écoutez, il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit. Ça fait du bien. Ouais, je travaille là. Demain, pour notre factrice, même trajet et même enthousiasme. Comme à chaque fois, elle sera très attendue. Oui, ça on l'imagine. Ce qui nous attend, nous, dans l'immédiat, c'est une recette, celle de la tarte la plus célèbre de la Côte d'Azur, la tropézienne, dont l'histoire et le succès sont, très liés à Brigitte Bardot. On part à Saint-Tropez, dans le Var, avec Vincent Capu et Christine Guérard. Elle est aussi célèbre que la ville dont elle porte le nom. La tarte tropézienne est une star de la pâtisserie. Un brin matu vu avec son épaisse couche de crème est délicieusement irrésistible. Sur le port de Saint-Tropez, tout le monde la connaît. On l'en mange à chaque fois qu'on vient sur la Côte d'Azur, notamment à Saint-Tropez, Sainte-Maxime. C'est le dessert favori. J'aime surtout le sucre. Vous êtes gourmande? Oui, je suis gourmande ce soir. Nous allons vous raconter le fabuleux destin de la tarte tropézienne. Tout a commencé ici en 1955, sur le tournage du film « Et Dieu créa la femme ». Alexandre Mika, pâtissier dans le village à l'époque, apporte tous les jours le café et les croissants aux acteurs et leur propose sa spécialité, qui n'est alors qu'une brioche garnie de crème. Et là-dessus, Bardot, elle est tombée amoureuse un peu du gâteau et elle l'a amené à l'équipe. Alors après, tous les matins, les autres venaient acheter et tout ça. Il lui a dit, pourquoi tu ne l'appelles pas la tropézienne? C'est parti comme ça, et puis après ça a été la tarte tropézienne. Grâce à Brigitte Bardot, la tropézienne va connaître un succès phénoménal. À propos de ce gâteau, elle écrira ces quelques mots. Tout le monde voulait la tarte de Brigitte, qui n'avait pas encore été baptisée tarte tropézienne. Cette fameuse année, si Dieu créa la femme,
Et il crée aussi la tarte tropézienne dont je suis bien évidemment l'heureuse marraine. Albert Dufresne, le patron de la tarte tropézienne, garde précieusement dans ce petit coffre la recette originale que lui a confiée son inventeur en 1985. Je la mets pas trop près. C'est son écriture. C'est le petit rond de carton qu'on utilisait, qu'on mettait sous la trope. Et je l'ai toujours gardé. Et même, je l'ai utilisé pour tout. Et j'ai jamais rien changé. Un secret de fabrication bien gardé. Et je trouve que vous êtes privilégiés, hein, parce que vous en aurez moins montré, hein, les jeunes. La petite pâtisserie des années 50 est devenue une PME qui produit jusqu'à 2500 tropéziennes par jour. Mais la fabrication reste artisanale et confidentielle. De la brioche parsemée de sucre croquant au délicat mélange de 2 crèmes. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a dedans, mais c'est une sorte de crème au beurre. C'est tout ce qu'on pourra savoir. Oui. Celui qui peut définir les crèmes qu'il y a dedans, je ne sais pas comment il fait, hein, parce que c'est un plein de senteurs. C'est la vraie. C'est la vraie. Sur la place des Lys, au cœur de Saint-Tropez, on déguste de la tarte tropézienne presque à toute heure. La pâtisserie, c'est un peu le passage obligé pour une pause gourmande. Je viens de Toulon, donc je fais 100 km pour venir manger ma tarte tropézienne à Saint-Tropez. Ça vaut vraiment le coup de venir en vélo, c'est magnifique. On en prend plein les yeux et plein les papilles aussi. Tout est bon. La brioche est bonne, la crème elle est généreuse, elle est bien épaisse. Donc oui, non, c'est l'ensemble qui est bon. Les enfants, je pense que c'est le sucre au-dessus. Les enfants, mais pas seulement. Si la crème reste toujours la même, la tarte tropézienne a légèrement évolué avec le temps. Grande, petite ou avec des fruits, dans la vitrine, il y a l'embarras du choix. On travaille avec les fruits de saison, les framboises actuellement, les figues également sur le mois de septembre, et ensuite on changera au fur et à mesure de l'année. Avec son père, Sacha Dufresne met un point d'honneur à perpétuer cette tradition pâtissière, vieille de 66 ans. La renommée de ce gâteau dépasse largement les frontières françaises. Les touristes étrangers en vacances à Saint-Tropez en raffolent. On adore la tropézienne, on vient chaque année et à chaque fois on prend des photos pour essayer de la refaire. Mais c'est impossible de faire la même, parce qu'ici c'est Saint-Tropez. Une tarte qui a le goût des vacances sur la Côte d'Azur, souvent imitée mais jamais égalée, vous diront fièrement tous les Tropéziens. Et on en prendrait bien une part de cette tropézienne. Avant de refermer ce journal, un mot de la bourse. Elle est en hausse à l'heure qu'il est plus 0,80%. Dans un instant, c'est la météo de Tatiana Silva. À 20h, vous retrouverez Gilles Boulot. Et à 20h45 sur LCI, Canal 26, Ruth Elkrief recevra, elle, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Nous, on se quitte en musique avec ce titre que vous avez, oui, je pense déjà reconnu, vous les femmes, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Julio Iglesias. Le chanteur espagnol fête aujourd'hui ses 78 ans. Bon après-midi et à demain, 13h. Vos sourires nous attirent et nous les aiment. Vous les anges adorables. Et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit